Si vous avez répondu présent à cette masterclass, alors il y a plein de possibilités pour lesquelles vous avez répondu présent, mais le thème, je vous le rappelle, c'est la communication relationnelle pour vivre en harmonie avec les autres et avec soi-même. Pourquoi j'ai choisi de vous parler de ce thème-là? Eh bien, parce que d'abord, c'est mon métier. Toute la journée, j'accompagne des personnes à comprendre les mécanismes de la communication relationnelle pour mieux communiquer avec leur entourage, mais pas n'importe qui, effectivement, puisque je m'adresse aux personnes qui ont cette double particularité, spécificité, on va le définir ensemble de toute façon, mais d'être HPI et TSA. Donc, si vous êtes là, c'est soit que vous êtes déjà diagnostiqué HPI-TSA, comme je le suis moi et comme d'autres le sont que je connais ici, soit que vous vous interrogez sur le sujet et que vous avez envie d'avoir un peu plus d'informations, soit que vous avez un enfant ou quelqu'un dans votre famille et que vous avez envie de mieux l'accompagner et notamment au niveau de la communication. Quelles sont les autres possibilités? Soit vous êtes un professionnel et vous accompagnez les autistes, les personnes autistes, et que du coup, ça vous intéresse d'avoir mon point de vue. Voilà, donc je pense que j'ai fait un petit peu le tour. Donc du coup, je vous explique comment va se passer notre petite soirée. Dans un premier temps, je vais me présenter un petit peu plus pour que vous sachiez à qui vous avez affaire. Ensuite, ça y est, ça apparaît, c'est mieux pour moi. Et donc, je vais vous parler de ma particularité HPI-TSA. On ne va pas s'étendre sur le sujet parce que vous avez une conférence en ligne que vous pouvez retrouver sur ma chaîne YouTube où j'ai déjà développé ça. Donc, vraiment, ce n'est pas le thème de la soirée. Le thème, c'est vraiment, je veux qu'on parle de la communication relationnelle qui est spécifique aux personnes HPI-TSA. Nous allons voir comment le TSA s'exprime, c'est-à-dire que oui, on ne sait pas forcément qu'on est autiste, surtout dans nos générations à nous, les adultes, puisque, on va le voir quand on va parler un peu et qu'on va définir l'autisme, ça reste quelque chose aujourd'hui qui n'est pas si bien connu que ça des professionnels, qu'on a du mal à se faire diagnostiquer. Ensuite, nous allons parler de comment le HPI compense de façon inconsciente. Et vous allez voir que ce soir, nous allons parler beaucoup de conscience. Parce que finalement, quand on est HPI-TSA, on pense qu'on voit les choses. Et je vais vous montrer que on ne voit pas si bien que ça les choses parce que nous avons un trouble neurodéveloppemental qui impacte directement notre conscience. Et ce n'est pas parce que nous pensons voir les choses que nous les voyons vraiment. Donc, je vais vous montrer comment, justement, on peut sortir de ça. Ensuite, nous allons arriver directement sur la communication. Je vais vous faire un bref rappel de qu'est-ce que c'est que la communication, comment un message il arrive, comment on le perçoit, comment on l'interprète, comment on l'envoie à l'autre, et pour que vous compreniez un petit peu ce mécanisme, parce que vous êtes d'accord avec moi que communiquer, c'est quelque chose que nous faisons tous les jours, tout le temps. On communique avec nos proches, on communique dans le travail et aussi on communique avec nous-mêmes. Et ça, on en a beaucoup moins conscience parce que c'est quelque chose qui se fait naturellement. On ne se pose pas la question, tiens, est-ce que je suis en train de communiquer? Et pourtant, il se passe plein de choses dans cette action. Voilà. Et cette communication, elle va impacter toute notre vie. La communication, elle impacte notre relation aux autres, comment les autres nous perçoivent, comment nous percevons les autres. La communication, elle impacte notre travail parce que, on travaille rarement tout seul et même quand on travaille toujours pour quelqu'un d'autre, que ce soit un patron ou nos clients. En tout cas, on a toujours des interactions avec les uns et les autres. Donc, je vais vous faire un petit rappel des bases de la communication. Ensuite, nous allons aller un petit peu plus sur la communication relationnelle et on va parler de communication justement interne et externe. Comment on communique, nous, en fait, déjà comprendre ça, communiquer avec soi-même, qu'est-ce qu'on a envie et comment on l'exprime aux autres et quelle conscience nous avons de cette communication. Et on va parler aussi de la communication externe. Et là, je ne suis pas du tout sur la communication de marketing, parce que parfois, quand on parle de marketing, on parle de communication interne, externe. Non, non, là, je suis bien sur de la communication interpersonnelle, la communication relationnelle.
J'espère que je ne vais pas trop vite. Voilà. Ensuite, je vais vous parler de la méthode que j'enseigne, donc qui n'est pas ma méthode, c'est une méthode que j'ai apprise quand j'ai fait mon DU en management des ressources humaines avec une option coaching et qui a été une révélation pour moi. Donc, je l'ai faite, j'avais 35 ans, mais j'en ai 53, et je m'en suis servie tout au long de ma carrière, avant même de savoir que j'étais autiste. Et vraiment, elle m'a été d'un grand secours. Et aujourd'hui, eh bien, j'ai poussé cette méthode un petit peu plus loin pour permettre aux personnes HPI-TSA de faire leur propre prise de conscience et de comprendre et de se voir fonctionner, alors que justement, eh bien, nous avons un trouble de la conscience et que nous avons beaucoup de mal à nous voir fonctionner nous-mêmes. Voilà, donc je vais vous expliquer tout ça. Et après, je vous expliquerai pourquoi la méthode, elle est efficace, notamment eh bien, avec les personnes HPI-TSA. Alors, c'est pour nous, mais c'est aussi pour tous les professionnels, pour qu'ils comprennent finalement les mécanismes, comment on réagit quand on est autiste et qu'est-ce qui nous accroche, qu'est-ce qui fait que nous allons accrocher, que nous allons réagir aux choses. Pourquoi cette masterclass? Parce que je fais partie de plein de groupes sur Facebook et sur LinkedIn, plus les personnes qui viennent me voir et plus celles que j'accompagne. La communication, c'est vraiment le cœur du sujet. C'est ce qui fait qu'on est en décalage, c'est ce qui fait on se sent mal, c'est ce qui déclenche nos idées, notre état d'esprit, nos idées noires, où on se trouve sans solution. Et je me suis dit, non, mais il faut que je leur montre que c'est possible de vivre autrement, son autisme et son HPI, que le HPI n'est pas responsable de notre décalage, et ça aussi, on va le voir quand je vais en parler un petit peu plus tard, et que c'est bien autre chose quand on est HPI et qu'on se sent mal, qui se cache derrière. Alors, qui peut être de l'autisme, mais qui n'est pas forcément de l'autisme, on est tous d'accord là-dessus, attention, hein. Mais ce soir, effectivement, je m'adresse en particulier aux personnes autistes. Donc, je vais me présenter. Donc, se présenter, c'est toujours un acte difficile parce que finalement, vous êtes d'accord qu'en fonction de des personnes à qui on doit se présenter, eh bien, on ne va pas donner la même information. Voyez. Et ça, c'est quand même pareil, on le fait de manière naturelle. Hein. Quand on se présente à un groupe d'amis, on ne se présente pas de la même manière que si on est en train de vouloir obtenir un poste, par exemple. Donc, je me disais, mais qu'est-ce qu'ils ont besoin de savoir sur moi pour qu'on établisse ce fameux lien qui est si compliqué à établir quand on est autiste. Donc, je me disais, qui c'est qui viennent voir? Est-ce qu'ils viennent voir la femme HPI-TSA et qui partage son expérience? Est-ce qu'ils viennent voir la maman de 3 enfants HPI-TSA? Est-ce qu'ils viennent voir la formatrice en communication relationnelle? Voilà, donc vous voyez qu'il faut choisir. Et en fait, quand on est autiste, eh bien, on va se rendre compte d'une chose, c'est que la première difficulté que nous avons, c'est de hiérarchiser les informations. Tout est important. Tout est important. Donc, voilà pourquoi, quand on est un autiste comme moi, verbal, eh bien, à chaque fois qu'on va prendre la parole, on va donner un maximum de détails pour permettre à l'autre de comprendre nos intentions. Et pourquoi on en arrive là? Eh bien, on va vite comprendre parce que on ne comprend pas les intentions des autres, on a beaucoup de mal à les comprendre, et aussi parce qu'on a beaucoup de mal à finalement envoyer l'image qu'on aimerait envoyer. Je suis pleine de bonnes intentions, et pourtant toute ma vie, on m'a dit que j'étais pédante et crâneuse. Voilà, ça, c'est une réalité. Et pourtant, ce n'était pas du tout ce que je voulais envoyer, et ce n'était pas du tout mes intentions. Et pourtant, c'est bien ce qu'on reproche souvent aux autistes Asperger. Aujourd'hui encore, j'ai reçu un jeune Asperger avec sa maman et il n'est absolument pas conscient de l'image qu'il envoie. Et il est absolument fabuleux, c'est-à-dire qu'il a des trésors, un savoir-faire de fou, c'est un HPI. Mais par contre, quand il parle, eh bien, il est agressif sans même s'en rendre compte. Voilà. Et donc, tout mon travail, ça va
va consister à lui faire prendre conscience petit à petit de quelle image il envoie aux autres pour qu'il puisse choisir l'image qu'il a envie d'envoyer et ne plus la subir. Voilà. Et donc, toute cette masterclass, c'est vraiment, elle tourne autour de ça, de la prise de conscience que l'on va avoir. Et j'espère que vous allez avoir des shifts là-dedans. Donc, vous voyez que je commence déjà à me perdre un peu, parce que je vous dis, je vais me présenter, et hop, je suis déjà partie sur autre chose. Alors, ne vous inquiétez pas, j'ai l'habitude, je me rattrape vite. Voilà. Mais donc, je voulais vous expliquer qu'il n'y avait pas de hiérarchisation, et donc, c'est très compliqué pour nous de nous présenter. Alors, du coup, je me suis dit, tiens, je vais essayer de faire quelque chose d'un peu original et aussi qui va nous servir un peu d'exercice. Donc, je ne vous dis pas encore le contenu de l'exercice. Je vais partager avec vous un écran où je vais vous donner des chiffres sur moi. Bah oui, parce que les chiffres, ça peut aussi, on aime bien quand on est Asperger, les chiffres, mais ça peut aussi, voilà, on va voir ce que ça va appeler chez vous et on va en discuter juste après. Ça va marcher. Voilà. Alors, premier chiffre, mon âge, 53 ans et demi. OK. 3 enfants, 31, 30 et 15 ans. 2 divorces. 3 créations d'entreprise. Un cabinet de consultants, un restaurant, un organisme de formation. 4 agressions. 10 formations, dont 5 diplômantes. 17 fractures. 21 interventions chirurgicales. 23 déménagements. 30 employeurs. 27 ans d'expérience professionnelle dans l'accompagnement de tout public, plus de 10 000 personnes accompagnées dans leur développement personnel et professionnel. Voilà. Donc, je vous laisse regarder un peu ces chiffres. Et ce que j'aimerais, c'est qu'en regardant ces chiffres, vous me disiez, alors vous pouvez les écrire en commentaire, ça peut être bien aussi, quelle image vous avez de moi en regardant ces chiffres. Vous dire, quelle est la première image, quel est le premier adjectif qui vous vient pour me définir quand vous regardez ces chiffres. Arrêtez le partage, je pense que tout le monde a pu le lire. Et je vais lire vos commentaires. Alors, je vois, hyperactive. Ces chiffres sont délirants. Ils sont pourtant complètement vrais. Clivante. OK. La bougeotte. Bah oui, forcément. Vous avez la bougeotte. Bravo. Adaptabilité. Ah, alors, intéressant. Productive, active. Oui, bravo. Une personne qui dit ce qu'elle pense et du coup, bam, tout le monde à dos. Courageuse, entreprenante. Alors, c'est pas tout à fait vrai. J'ai du monde dans mon dos, mais qui me suit. Ça, c'est juste la petite pirouette intellectuelle. Maman entrepreneur, diversité et richesse. Peut-être pas assez peur du danger. Oh, si, je suis une grosse rouillarde. Et toute ma vie, j'ai combattu ma peur. J'ai toujours douté de tout. Et justement, on va en parler après. C'est aussi ça qui m'a amenée à aller chercher mon diagnostic d'autisme. Ce que je voulais vous montrer avec cette présentation, c'est que vous voyez, vous n'avez pas, comment dire, la même vision de moi et que chacun a été choisir finalement Umi. Il y en a qui ont dit maman entrepreneuse, d'autres qui ont dit hyperactive, d'autres qui ont dit elle a la bougeotte. Alors, on ne sait pas trop ce que ça veut dire la bougeotte. C'est quoi? Ça veut dire quoi? Elle est instable? C'est quoi? Voilà. Et ce que je voulais vous dire, c'est que quand je me présente à vous, vous recevez les informations, vous les percevez et vous allez les interpréter en fonction de vos filtres, en fonction de vos connaissances, en fonction de votre histoire de vie, en fonction de vos préoccupations, en fonction de vos peurs, de vos blocages. Vous voyez, personne n'a parlé de la santé, par exemple. Personne n'a été là-dessus. Bon. Tout ça pour vous dire que vous voyez bien qu'en communication, entre ce que j'ai envie de communiquer et l'information, comment vous la percevez, eh bien, déjà, aujourd'hui, on est 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 connectés et tout le monde a une représentation qui est différente. Et c'est ça la difficulté en communication. Alors déjà que c'est pas très évident quand, j'allais dire, alors je n'aime pas ce mot parce qu'il n'existe pas médicalement, mais on l'emploie quand on dit qu'on est neurotypique. Vous savez, on est normal. Alors, qui est normal? Ça, j'aimerais bien le savoir. Je ne suis pas sûre qu'il y ait des choses normales,
Mais bon, et j'ai perdu le fil. Alors ça va m'arriver souvent, hein, parce que voilà, c'est compliqué. Donc, j'étais en train de vous dire, oui, le filtre de vos représentations fait que vous avez une image différente. Voilà, les neurotypiques, nous sommes donc par opposition atypiques. Donc, c'est ce que je vous dis, j'aime pas trop ce mot, hein, en fait, mais bon, on va l'utiliser. Et en fait, pour les personnes autistes, ce qu'on va s'apercevoir, c'est que nous sommes bloqués dans nos représentations. C'est-à-dire que pour nous sécuriser, on va en parler un petit peu plus loin, mais pour nous sécuriser, on va définir des cadres de référence en fonction de ce qui se passe, du mot, de la définition, des connaissances que nous avons. Et à partir de là, la vie va se dérouler en fonction de ce cadre-là. Et on va avoir beaucoup de mal, quand on est autiste, à comprendre qu'il peut y avoir d'autres points de vue que le nôtre et que ce n'est pas forcément que notre point de vue n'est pas un point de vue, comment je pourrais dire, universel. Voilà. Alors que nous, justement, ce qui nous rassure, c'est d'être, de comprendre qu'il y a des choses universelles et que du coup, c'est rassurant dans notre cadre pour avancer. Voilà. On va y revenir. Hein. Peut-être que c'est un petit peu brouillon ce que je suis en train de vous dire, mais on va y revenir. Donc, c'était la première chose que je voulais voir avec vous, cette présentation, pour vous dire qu'effectivement, on peut avoir, et on a tous, des représentations différentes qui sont liées à notre expérience de vie, à notre éducation, à notre culture, à notre manière de penser. Donc, comment on s'est construit cognitivement. Et vous allez comprendre, quand je vais vous expliquer le HPI et le TSA, que quand on est TSA, on va se construire d'une manière assez particulière qui nous amène assez rapidement à être en opposition avec les autres et à ne pas les comprendre. Alors, je suis désolée, j'ai besoin... J'ai des petites choses techniques à faire et je n'arrive pas à faire deux choses à la fois, même si je suis une multipotentielle, vous verrez, ça n'a rien à voir. On peut être multipotentielle et ne pas pouvoir faire plusieurs choses à la fois. C'est mon cas. Donc, je reviens là. Hop. Je continue de dire, pour moi, la bougeotte, c'est une instabilité, peut-être choisie ou assumée, donc pas connotée négativement. Je suis complètement, et je ne l'avais pas pris comme ça, la bougeotte, j'attendais de voir un peu cette réaction, mais effectivement, ce n'est pas forcément quelque chose de péjoratif ou de négatif d'avoir la bougeotte. Donc là, je vais revenir sur ça. Alors, qui je suis ? Je voulais vous montrer, je vais vous le partager 2 minutes. J'espère que ça va prendre, que je vais réussir là du premier coup sans vous embêter avec mes... Voilà, si ça a l'air de marcher. Regardez, elle n'est pas belle cette petite fille. C'est une photo qui a été prise quand j'avais 8 ans. Un cerveau qui ne s'arrête jamais. Alors, pendant très longtemps, j'ai cru que tout le monde était comme ça, déjà, que tout le monde avait un cerveau qui ne s'arrêtait jamais. Et puis, en vieillissant, je me suis rendu compte qu'il y avait un décalage, que j'étais effectivement dans une hyperactivité, voilà, toujours à aller à qu'est-ce qui va se passer après. Et donc, j'étais à la recherche de comprendre pourquoi, et ce mot est important, pourquoi j'étais en décalage. Je voyais bien que je ne vivais pas les choses de la même manière que les autres, mais je ne comprenais pas pourquoi. En avançant, donc j'ai d'abord découvert que j'étais HPI, assez tardivement. En fait, on me l'avait dit, je ne voulais pas l'entendre. On me l'a dit très tôt, mais je ne voyais pas en quoi ça impactait ma vie. Et ensuite, à l'âge de 44 ans, là, après mon deuxième divorce, justement, je suis allée passer des tests parce que j'avais besoin d'avoir cette réponse, j'avais besoin de savoir qu'est-ce qui ne va pas. Et notamment, j'étais tombée sur un livre donc, que je ne citerai pas, mais qui disait en gros que si j'étais malheureuse, c'était parce que j'étais HPI. Alors, je vais arrêter de partager mon écran. Hop, je reviens sur mon truc. Comme ça, je vous vois. Et du coup, qu'est-ce que ça a fait ? Ça a renforcé le fait que je me dise,
Bah ouais, bah en fait, c'est parce que les gens, ils sont trop cons qu'ils ne me comprennent pas. Moi, je vais bien, hein, c'est qu'ils ne captent pas, c'est tout. Je vais plus vite qu'eux, je comprends mieux qu'eux, je suis plus intelligente qu'eux. Et donc, ça a nourri chez moi non seulement un ego démesuré. Alors déjà, qu'on me trouvait pédante avant, je ne vous raconte pas. Voilà, j'étais devenue imbuvable. Et j'en voulais à la terre entière. C'est-à-dire que je vivais ça vraiment d'une manière dramatique en me disant, mais ils ne voient pas, c'est con que je suis là pour eux, que j'aime les aider, que tous les conseils que je donne, c'est pour eux. Voilà. Et je ne comprenais pas pourquoi mes parents, pourquoi mes enfants, pourquoi les gens se disaient, non mais elle est bizarre cette fille, elle est bizarre. Voilà. Donc, eh bien, à 51 ans, je suis tombée complètement par hasard en faisant des recherches pour mon programme sur les HPI, sur le syndrome d'Asperger. Et c'est en lisant plusieurs bouquins sur le syndrome d'Asperger, et notamment le syndrome d'Asperger vécu au féminin, que j'ai compris que j'étais autiste. Ce qui a été pas évident pour moi, d'autant que la représentation que nous avons de l'autisme aujourd'hui, on va aussi en parler, eh ben, elle est alors, je ne veux pas dire erronée, parce qu'effectivement, il y a des gens non-verbaux qui ont beaucoup de difficultés, qui n'arrivent pas à s'exprimer, qui ne sont pas du tout autonomes. Mais là, on parle d'une autre réalité. On parle d'une double réalité qui est le HPI couplé au TSA. Et on va voir comment l'un et l'autre, finalement, s'équilibrent, mais aussi comment l'un et l'autre, eh bien, nous empêchent d'avancer parce que c'est paradoxal, quelque part. Donc, juste pour qu'on repositionne rapidement, le HPI, c'est quoi? C'est une capacité à percevoir l'information de façon rapide, pleine, de savoir l'exploiter comme il faut, de la ranger au bon endroit. Et ce que nous savons, donc là de manière très scientifique, hein, c'est l'équipe du professeur Révol à Lyon qui a mis ça en exergue il y a quelques années. C'est récent, c'est très récent. Eh bien, c'est que le HPI, on peut le voir sur un IRM fonctionnel, c'est-à-dire que les gens ont une architecture neurophysiologique différente. Les neurones sont plus denses, ils sont plus nombreux, il y a des meilleurs conducteurs, on a plus de myéline. En bref, être seulement HPI, c'est un don de la nature parce qu'on va plus vite, on ressent plus les choses. Je n'ai pas dit trop, j'ai dit on ressent plus les choses et on sait les doser. Aujourd'hui, il y a une étude britannique qui vient de paraître, qui n'a pas encore été publiée, mais qui a déjà été décortiquée par le professeur Frank Ramus, que je vous conseille d'aller voir. Vous pouvez retrouver comment on appelle ça, ces vidéos sur YouTube, qui nous explique qu'il y a quelques mois, je crois que ça date du mois de mars-avril, hein, c'est tombé, cette étude. Donc, ils ont fait une étude sur 16 000 HPI britanniques. Et qu'est-ce qu'il en ressort de cette étude? Il en ressort que les HPI sont moins sujets à la dépression, sont moins malades, sont moins malades, moins de cancer, voilà, ils sont plus résistants, ils ont une espérance de vie qui est plus importante et ils savent doser. Alors vous allez me dire, mais c'est pas vrai parce que moi je vois partout sur les forums, les coachs, les consultants, tout le monde dit les psys. Alors c'est un biais d'analyse parce qu'en fait, les gens HPI qui vont consulter, bien entendu que c'est des gens qui sont HPI et qui vont mal. D'accord? Donc, c'est ceux-là qu'on voit. Ceux qui vont bien, ils ne consultent pas. Donc, on ne les voit pas. Mais sauf qu'ils sont très nombreux. Donc, qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui? C'est que, en gros, le HPI, ce serait, alors, plus ou moins héréditaire, puisqu'on se rend compte que, alors il ne l'explique pas encore, hein, mais on se rend compte que les gens qui sont HPI ont de grandes chances d'avoir des enfants HPI. Et a priori, ce serait au moment de la grossesse où il y a un afflux de testostérone et qui joue sur cette architecture neuronale. Voilà. Encore une fois, je sais que je suis un peu longue, mais c'est important de savoir de quoi on parle. Donc, vous imaginez, les gens qui ne vont pas bien, qui sont HPI, ils vont consulter et on dit, ah ben oui,
tu comprends trop vite, hein, tu vas trop vite, hein, voilà, tu es au-dessus des autres. Donc, vous voyez comment ça peut renforcer ce sentiment d'injustice et de dire « mais j'ai raison ». Et donc, de conforter le fait de la rigidité de notre point de vue, alors qu'en fait, on est inconscient de l'image que l'on projette dans la communication à l'autre, parce qu'on est persuadé qu'on fait les choses correctement. Ça, c'est le HPI. Maintenant, nous allons parler du TSA. Alors, juste une petite information, c'est en fil rouge, c'est qu'à la fin de la conférence de Franck Ramus, que je vous conseille, donc Franck Ramus, je vous le dis, il est directeur du CNRS, du département neurosciences, directeur du département neurosciences au CNRS, dans l'ordre, je vous le dis. Donc, retenez son nom, Franck Ramus, R-A-M-U-S. À la fin de sa conférence, on lui dit quel lien avec le TSA. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit effectivement, nous sommes en train de voir qu'il y a un vrai lien entre le HPI et le TSA. C'est-à-dire qu'on constate de plus en plus que quand on diagnostique quelqu'un en HPI, eh bien, derrière, alors c'est complètement pas de façon automatique, hein, qu'on soit bien d'accord, hein, je ne généralise pas, mais en fait, on s'aperçoit qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui sont autistes, qui sont porteurs d'autisme. Voilà. Du coup, on s'intéresse à l'autisme. On va voir qu'est-ce que c'est que le TSA. Donc, le trouble du spectre de l'autisme. Le trouble du spectre de l'autisme, si vous voulez en savoir vraiment plus, vous allez sur l'Institut Pasteur, où vous avez un super chercheur, et quand je dis un super, vraiment c'est un super chercheur, il s'appelle Thomas Bourgeron, B-O-U-R-G-E-R-O-N. Thomas Bourgeron, donc chercheur généticien à l'Institut Pasteur, eh bien c'est la personne qui a découvert le gène de l'autisme en 2003. Oui, l'autisme est une anomalie génétique. On ne sait pas encore vraiment pourquoi, on sait que ça se transmet, mais on ne sait pas qu'est-ce qui déclenche ces mutations. Et vous verrez aussi, si vous allez le voir, que, eh bien justement, pourquoi on parle de trouble du spectre de l'autisme, parce que ça affecte des sphères, j'allais dire, différentes. Et voilà pourquoi on peut retrouver des gens autistes non-verbaux avec un coefficient intellectuel bas et des gens verbaux, comme moi, et avec un coefficient, un QI intellectuel haut. Et au milieu de tout ça, il y a plein d'autres choses avec des comorbidités différentes. Voilà. Donc, ce qu'il faut comprendre, excusez-moi, j'essaie de... si j'ai rien oublié de tout ce que j'avais envie de vous dire. Eh bien, voilà, moi, à 51 ans, j'ai découvert mon autisme, je me suis fait diagnostiquer et d'un seul coup, j'ai répondu à mon pourquoi. Pourquoi j'étais en décalage? J'ai compris pourquoi. Sauf que pourquoi, c'est bien de le savoir. Maintenant, c'est comment? Comment je vis avec ça? Comment je ne subis plus tout ce que j'ai subi par l'inconscience de mon propre mode de fonctionnement et notamment dans la communication relationnelle que j'avais avec les gens. D'accord? Donc, je continue. On va définir ensemble le TSA très rapidement pour que vous puissiez avoir la même information tous. Donc, l'autisme, ça fait partie des troubles du neurodéveloppement, TND. Ce qui veut dire que on en est porteur à l'origine, on est avec. Et ce qui veut dire aussi que l'autisme va impacter notre manière de nous développer. Ce qui veut dire que plus on va savoir tôt qu'on est autiste, et mieux on va pouvoir accompagner la personne à évoluer, à comprendre ce qu'elle ne comprend pas, à voir ce qu'elle ne voit pas, pour qu'elle puisse devenir autonome. Voilà. Et vivre normalement. Le problème, c'est que nos générations à nous, l'autisme de haut niveau n'était pas connu. Et donc, les professionnels n'ont pas été formés à ça. L'autisme, il se manifeste dès la petite enfance, avant 36 mois, sauf que quand on est HPI, eh bien, on compense. C'est-à-dire que moi, quand j'étais une petite fille, eh ben, personne ne voyait que j'étais autiste parce que personne n'était dans ma tête. Communication interne. Personne ne savait ce que je pensais. Vous avez vu, tout à l'heure, je vous ai montré une couverture où on voit plein de noir, voilà. Et moi, j'étais assaillie par des pensées en permanence. Mon cerveau ne s'arrêtait jamais. Et en fait, ça s'explique, par exemple,
parce que, donc, je vais schématiser, j'aime bien faire ça, je dis c'est l'autisme pour les nuls, pour que vous puissiez comprendre. Donc, l'autisme, c'est une anomalie génétique qui affecte notre ADN. Ce qui veut dire que dans notre ADN, il va manquer des parties, ou au contraire, on va avoir des parties qui vont être multipliées. Et tout ça, ça va mettre un grand bazar sur notre manière de percevoir et d'interpréter l'information. Et donc, en fonction de comment on va l'interpréter, eh bien, si, encore une fois, nous sommes bien accompagnés, nous allons pouvoir comprendre ce qui se passe et finalement pouvoir travailler sur nos déficits. Mais si on ne le voit pas, eh bien, on va être en opposition, on ne va pas comprendre pourquoi. Et pire que ça, c'est qu'on va nous renvoyer une image très négative qui va impacter notre mode de développement. Et voilà pourquoi de nombreux autistes eh bien, vont développer des troubles, maladies mentales. C'est-à-dire que l'autisme les fait devenir malades. Ce n'est pas, on est bien d'accord, quand on est autiste, on n'est pas malade. Mais par contre, si on ne prend pas en compte cette donnée dans notre manière de nous positionner et qu'on ne comprend pas, par exemple, eh bien oui, on peut glisser vers la paranoïa, vers le borderline, vers la bipolarité, vers la schizophrénie. Et voilà pourquoi les chercheurs qui n'avaient pas cette clé génétique pensaient que c'était une maladie psychiatrique. Hein. Vous vous rappelez que donc c'est dans l'autisme aujourd'hui, il est classé au niveau international dans les maladies psychiatriques. Ce n'est pas une maladie psychiatrique, c'est une anomalie génétique. Mais c'est un vrai handicap. Alors, je sais que quand je parle de handicap, les autistes disent « ben non, je ne suis pas handicapé ». Si, nous sommes handicapés. Ce que je veux vous expliquer, c'est que, vous voyez ce gamin qui traverse le lac Titicaca sans bras ni jambes. Il n'est pas malade. Il est handicapé. Mais ça ne le détermine pas. Ça lui a permis de traverser son lac Titicaca avec sa force mentale. D'accord? Eh bien, quand on est autiste, c'est la même chose. Si on ne sait pas qu'on est autiste, eh bien, on va lutter contre cet autisme. Et en plus, comme on est HPI, on va voir qu'on va compenser. Donc, on va croire qu'on voit les choses, on va croire que notre corps, il est, voilà, on peut en faire ce qu'on veut, on va aller toujours au-delà de nos limites. Et en fait, on ne respecte pas notre rythme biologique, on ne respecte pas ce que nous sommes intrinsèquement, c'est-à-dire notre ADN, comment il est construit. Et voilà comment on devient malade, et voilà comment aussi toutes les comorbidités de l'autisme eh bien, arrivent par derrière. Sachant que l'autisme a de nombreuses comorbidités, parce que ça affecte plein d'autres choses. Ça n'affecte pas que notre communication. Donc, c'est ce que je disais, c'est bon, je suis assez bien. Donc, ça affecte d'autres sphères, la santé, la motricité, l'humeur. Mais donc, moi, j'ai choisi de travailler sur la communication. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand on communique bien, eh bien, on va se rendre compte que nous allons pouvoir faire descendre notre degré de stress et qu'en faisant descendre notre degré de stress, alors on ne va plus produire les mêmes hormones, alors on va ressentir son corps et plus on va être dans la conscience différemment. Et ça va nous permettre eh bien, d'être sur notre pleine puissance cognitive et de ne pas être bloqué dans le second degré que décrit Aaron Beck, c'est un psychiatre américain, le second degré qui est le degré de la projection et l'interprétation. Et ce degré-là de projection cognitif, de projection et d'interprétation, en fait, c'est le degré de la dépression. Donc, voilà pourquoi nous vivons aussi en ascenseur émotionnel constamment. Mais parce que c'est toutes ces hormones qu'on génère et toutes ces peurs. Quelqu'un qui m'a dit, elle n'a pas peur. Si, je suis morte de trouille. J'ai toujours peur de tout. J'ai mal au ventre, ça me serre. Ça ne me sert plus parce que ça me sert moins parce qu'on reste autiste toute sa vie, mais parce que j'ai appris justement à gérer ça et à faire redescendre et à générer les bonnes hormones pour ne plus être dans ce flot émotionnel, mais être dans quelque chose qui grandit tranquillement. Et aujourd'hui, je suis apaisée. Donc, un trouble neurodéveloppemental, une personne sur 50 serait porteur d'autisme. Oui, c'est ça que je voulais vous donner comme chiffre. Donc, 2,5% de la population est HPI et 1% est autiste. Ça, c'est les chiffres officiels, mais en fait, en réalité, il y en a bien plus parce que beaucoup de personnes autistes ne sont pas diagnostiquées aujourd'hui. Voilà. Je pense que j'ai fait le tour sur qu'est-ce que c'est que l'autisme. Alors, l'autisme,
comment on définit finalement les professionnels à un moment, comment ils disent ok, toi tu as le diagnostic d'autiste, tu es autiste. Eh bien, il y a deux choses. La première, c'est des problèmes d'interaction et de communication. Le communication relationnelle, hein, voilà. Les gens autistes ont du mal à communiquer avec les autres et ça s'exprime, on va le voir, de différentes manières. Et la deuxième chose, ce sont les centres d'intérêt et les stéréotypies. Et ça, par exemple, moi, j'en étais absolument inconsciente, c'est-à-dire que non, je n'ai pas de centre d'intérêt particulier. Non, je ne suis pas enfermée comme ça, je vois les autres. Et en fait, maintenant que j'ai appris à me regarder, maintenant que j'ai pris conscience et que j'ai accepté mon handicap, je me rends compte que oui, quand je pars dans mes, alors je dis mes délires, mais ce n'est pas mes délires, dans mes centres d'intérêt, eh bien, je me coupe des autres, je ne les entends plus, je ne les vois plus, je peux ne pas manger, je peux rester travailler pendant des heures sans m'arrêter parce que passionnée par ce que je fais. Et en fait, cette manière de fonctionner a impacté toute ma vie sans jamais que je m'en rende compte. Voilà. Et c'est vraiment ça que j'ai envie de vous faire shifter ce soir, c'est de savoir que notre plus grande difficulté quand on est autiste, ce n'est pas le fait de nous dire que nous sommes autistes, c'est de comprendre comment ça impacte notre vie de tous les jours par des symptômes que l'on ne voit pas, mais que les autres voient. Les autres le voient. Les autres voyaient que j'étais bizarre. Les autres, ils me renvoyaient une image. Oh là là, cette fille, elle est bizarre, elle parle trop, elle est trop. Ils me renvoyaient plein d'images. Je ne les entendais pas, je ne les voyais pas. Et pire, je les mettais sur mon HPI, ce qui n'était pas le cas. Donc, je vous ai dit comment s'exprime le TSA. Alors, ce que je voulais vous rajouter sur l'autisme, c'est qu'on n'est pas moins autiste ou plus autiste. Vous savez, souvent on dit « Ah non, mais lui, il est moins autiste. » Toi, tu n'es pas très autiste en fait, tu es juste un peu… Non, ça n'a rien à voir. On est autiste ou on ne l'est pas. On a ces mutations génétiques ou on ne les a pas. Et ce n'est pas parce que je parle que je sais communiquer. Ce n'est pas parce que vous parlez avec les autres que vous savez communiquer. C'est deux choses complètement différentes. Mais vous voyez, ça, c'est encore un raccourci autistique. On croit que parce que j'ai un bac+5 en management des ressources humaines, non, je sais communiquer. Mais non, je peux être complètement à côté de la plaque parce que justement, je vais compenser avec mon HPI. Alors, comment s'exprime le TSA chez les individus HPI? Nous doutons tout le temps de nous-mêmes. Voilà. On ne le montre pas, mais à l'intérieur de nous, nous ne sommes jamais sûrs. Et voilà pourquoi nous avons beaucoup de mal à nous décider. Pourquoi? Parce que nous ressentons les choses de manière très forte. D'ailleurs, c'est ce qu'on nous, on met ça sur le coup d'une extra-lucidité. On voit tout, hein, c'est ce qu'on dit, on voit tout. Mais du coup, à partir du moment où on voit tout, et à partir du moment où on hypermentalise tout, eh bien, on se rend compte que les possibilités sont complexes et multiples. À partir de ce moment-là, ça nous bloque. Parce qu'on se dit, mais qui je suis moi pour prendre telle ou telle décision? Qui je suis moi pour dire, ah ben oui, je vais choisir tel métier parce que c'est celui-là qui va m'aller. Et en fait, dans toutes mes interactions quotidiennes, dans tous les choix que je vais devoir poser, eh bien, je n'arrive pas à hiérarchiser. Alors, qu'est-ce que je fais quand je suis HPI? On va voir comment je compense tout à l'heure. Je répondrai à cette question. Ensuite, du coup, c'est logique, on doute tout le temps de nous. On n'a pas confiance en nous parce qu'on n'a pas la bonne image de nous. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? On observe les autres. Une personne HPI-TSA, c'est un caméléon. Je l'entends sur tous les forums, je suis un caméléon. Ok. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, surtout, je regarde comment les autres font et puis, eh bien, je fais comme eux. Voilà. Et comme je suis HPI, j'ai cette capacité à pouvoir vite imiter, à pouvoir m'intégrer, à pouvoir comprendre le vocabulaire qu'il faut dire, même si je ne comprends pas tout, même si, voilà, peu importe. Mais je vais toujours me positionner en me disant, je me positionne par rapport à ce que je pense que l'autre pense de moi. Alors, ce n'est pas tout le temps, heureusement. Heureusement qu'on prend encore des vraies décisions. Mais par exemple, quand je me marie la première fois, pourquoi je me marie? Ben oui, pour faire comme papa et maman. Parce que c'est le modèle que j'ai,
que j'ai 20 ans, que je suis incapable de me projeter et que je me dis, bah oui, la vie, c'est ça, c'est se marier et faire des enfants. Donc, il faut que je me marie. Quand je rencontre mon mari, je ne regarde pas quel métier il fait, quelle ambition il a. Non. Mais vous allez dire, mais t'es bête, Sonia. Non, je suis autiste. Pas pareil. C'est-à-dire que quand je rencontre mon premier mari, il rentre dans mes critères. Il est grand, il est brun, il est gentil, il discute avec moi et il a le même centre d'intérêt que moi, la moto. C'est cool, on fait de la moto et du karting ensemble. Voilà. Mais je n'arrive pas à me projeter. Et donc, je vais me positionner toujours quand mon ex-mari fronçait les sourcils. Oh mon Dieu, j'ai dû faire quelque chose de pas bien. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Oh mon Dieu, il a l'air fatigué. Je vais l'aider. Oh mon Dieu. Et c'était toujours, je ne lui posais aucune question. Parce qu'un autiste ne pose pas de questions. Et ça, vous ne vous en rendez pas compte. Mais on ne sait pas établir le lien. Donc, on ne pose pas de questions et on interprète à vue d'œil. Hein. Alors, il a froncé le sourcil, voilà. Et voilà comment, par exemple, quand on rentre dans une pièce et que tout le monde se tait, eh bien, on va être crispé parce qu'on se dit oh mon Dieu, c'est moi qui me regarde. Non, quand on rentre dans une pièce, c'est normal que tout le monde s'arrête. Il n'y a pas à projeter quoi que ce soit. Voilà. Et la conversion, on reprend après. Mais nous, oui, on projette, nous, on interprète en permanence. Pourquoi? Parce qu'on est dans un monde de brouillard. Et ça, j'aimerais vous le décrire, c'est que je ne sais pas si c'est quelque chose que vous ressentez si vous êtes autiste, mais moi, quand j'étais petite, je ne savais pas ça et je parlais toujours, je disais, j'ai des nuages dans la tête. J'ai mes nuages dans la tête. Et ces nuages-là, quand il y en avait trop, eh bien, je faisais des crises de tétanie parce que je n'arrivais plus à gérer, que mon mental n'arrivait plus à gérer. Et donc, ce qu'on appelait les crises de tétanie, qui m'a mené à faire des raideurs comme ça, voilà, eh bien, en fait, c'était des crises de raideur autistique. Je ne perdais pas conscience, je n'avais pas de... c'était pas un sac poubelle qui pouvait me... Vous savez, les sacs, là, il faut respirer dedans, un spasmophilie. Non, c'était des raideurs autistiques. Mais, encore une fois, comme je n'avais pas les symptômes, je regardais dans les yeux, je parlais facilement, voilà, et que finalement, je savais m'adapter, que je compensais, eh bien, on ne voyait pas cet autisme. Donc, nous avons un humour décalé. On rit de choses que les autres ne rient pas. Voilà. Pourquoi? Parce qu'on ne comprend pas la même chose que les autres. Et alors, il y a un truc qui est assez intéressant, que j'ai oublié d'écrire dans le livre qui va paraître là très prochainement, parce que j'ai écrit un livre sur ma vie. Et je me suis rendu compte dernièrement, et notamment en préparant cette masterclass, que j'avais oublié de parler de ça. En fait, j'ai toujours eu beaucoup de mal à comprendre les blagues des autres. Ça ne me fait pas forcément rire. Voilà. Par contre, je vais rire de choses qui ne font pas forcément rire les autres. Et du coup, intuitivement, comme j'avais compris ça, qu'est-ce que je faisais? Eh bien, je passais ma vie à écouter Rire et Chanson. Et depuis toute petite, j'écoutais les humoristes, quels qu'ils soient. Je les écoutais pour comprendre ce qu'ils disaient. Et je ne m'en rendais pas compte, bien entendu, que je compensais. Mais j'avais besoin de ça pour comprendre, voilà. Et je trouvais qu'ils expliquaient bien le monde, les humoristes. J'étais bien connectée à ça. Donc, quand on m'a dit, tu ne comprends pas le second degré, j'ai dit, mais n'importe quoi. J'ai un bac plus 5, j'enseigne la communication. Donc, bien sûr que je comprends le second degré. Et en fait, aujourd'hui, que je me vois réagir, que je me vois faire, non, je ne comprends pas. Souvent, je ne ris pas aux blagues des autres et j'ai besoin d'une explication de texte. Voilà. Et par contre, effectivement, je peux déclencher un éclat de rire sur des choses qui ne vont absolument pas faire rire les autres. Nous hypermentalisons toutes les situations. Un autiste, en fait, passe son temps, alors moi j'appelle ça le syndrome d'Amélie Poulain. Je continue de penser toujours à toutes les choses. Voilà, qu'est-ce qui va se passer après? Alors, par exemple, si mon compagnon est en retard, au début, c'est ah, il est en retard. Alors, on commence à avoir des impatiences corporelles. Voilà, on me dit, oh, mince, il est en retard, pourquoi il ne m'appelle pas? Machin. Donc, j'essaie de l'appeler, il ne répond pas. Oh mon Dieu, il ne répond pas. Au bout d'un quart d'heure, qu'est-ce que je fais? Eh ben, je le rappelle. Je lui laisse un message, je m'inquiète, pourquoi tu ne me réponds pas? Et puis, je continue d'avancer comme ça, dans mon hyper-mentalisation, à me faire 40 000 scénarios. Quand on est autiste, on passe sa vie à faire des scénarios, à se dire c'est quoi les possibilités, qu'est-ce qui a pu se passer. Il faut que nous répondions à toutes nos questions, le pourquoi. Vous savez, je vous en ai parlé tout à l'heure. Et ça, c'est extrêmement fatigant de devoir répondre à tous les pourquoi.
Parce qu'on ne peut pas répondre à tous les pourquoi. Et moi, toute ma vie, j'ai cherché pourquoi. Pourquoi les gens me quittent? Pourquoi les gens ne m'aiment pas? Pourquoi les gens ne me parlent plus? Pourquoi ils disent que je suis pédante? Pourquoi? Et quand j'ai eu la clé de l'autisme, alors j'ai compris le pourquoi. Ensuite, donc cette hypermentalisation, c'est vraiment l'activité cérébrale qui ne s'arrête jamais. Et voilà pourquoi on dit on est hyperactif, on n'est pas plus hyperactif. Voilà, c'est surtout que voilà, ça ne s'arrête pas. Nous sommes très rigides. Alors, on va en parler de cette rigidité. Bon, non, moi j'ai eu une cliente aujourd'hui qui m'a dit non, moi je suis très ouverte d'esprit. Et je trouvais que juste après, j'avais d'autres membres de sa famille qui étaient très inquiets pour elle et qui disaient on ne peut rien lui dire. En fait, à chaque fois qu'on lui parle, elle s'énerve, elle se met en colère. Et vous voyez, elle avait une vision d'elle-même où elle disait moi je suis super ouverte d'esprit, quoi, tout va bien. Alors, ces rigidités, pourquoi? Eh bien, parce que comme on ne comprend pas le monde et que nous n'en avons pas conscience, nous allons nous faire des cases, des repères. Et toute notre vie, nous allons observer et dire et tirer des conclusions. C'est-à-dire, on est en systémie et donc on dit ah bah ouais non ça doit vouloir dire ça et du coup c'est rentré dans notre mémoire parce qu'en plus on a une mémoire fabuleuse et on continue. Ah oui, on est HPI, vous vous rappelez? Et du coup on continue. Et donc, on va se faire comme ça des repères, des cadres de référence. La problématique, c'est que dans la relation, ça bouge tout le temps. Et que les gens, quand ils disent quelque chose, ça veut dire parfois autre chose. Que la communication, ce n'est pas que les mots. Les mots représentent seulement 7% en communication verbale. 93% de la communication, c'est du non-verbal. C'est de l'intonation, c'est le sens de la phrase, c'est le sens du contexte, de l'environnement. Vous savez, des fois on dit ah non, mais il a sorti la phrase de son contexte. Bah, nous, on fait ça en permanence sans s'en rendre compte. On sort les phrases et même on sort les mots. C'est encore vraiment, on est à cheval sur les mots. Et du coup, avec ces mots, on va se faire un système de repères et notamment de valeurs. Voilà. Et donc, les valeurs, c'est ça. Et on pense que ce sont les valeurs immuables. Et là, on revient à ce que je vous ai dit au tout début, c'est qu'en fait, on pense que tout le monde voit la même chose et pense la même chose quand on parle d'un concept. Et on oublie qu'en fait, eh bien, chacun a son point de vue parce que le point de vue de chacun s'établit en fonction eh bien, de ce qu'il a vécu, d'où il vient, de sa manière de penser, de l'instant présent, s'il vient de s'engueuler avec son mari ou pas. Enfin, vous voyez. Donc, et ça, nous, ça, on ne prend pas tout ça en ligne de compte. On ne le prend pas parce qu'on ne sait pas le faire. C'est ça, en fait, ne pas comprendre les codes sociaux. Hein, vous savez, on dit les autistes, ils ne comprennent pas les codes sociaux, ils ne comprennent pas l'implicite. Et oui, c'est tout ça qui se cache derrière. Mais quand on est HPI, les mots, on les a appris, les concepts, on les a retournés, on a des diplômes, on nous a fait écrire des mémoires, on a écrit. Donc, comment penser qu'on ne comprend pas la réalité des choses et notamment les intentions des autres? Alors qu'en plus, on est persuadé qu'on sait bien mieux que les autres lire les intentions. Pendant des années, j'ai pensé que j'étais une morpho-mentaliste. Ça marche quand je ne suis pas dans l'équation. C'est-à-dire quand je n'ai pas à me positionner. Mais dès que je me positionne dans la relation, et donc je me dis, oh mon Dieu, est-ce que je fais bien? Qu'est-ce que l'autre pense de moi? Vous voyez, aujourd'hui, là, je suis en face de vous. Je ne me pose pas cette question. Pourquoi? Parce que mon sujet, je le connais. Parce que je sais ce que je dis, parce que cliniquement, je le vois tous les jours sur les personnes que j'accompagne, sur les forums, sur tout ça. Donc là, vous ne pouvez pas me déboulonner, je sais de quoi je parle. Voyez. Mais si à un moment, il y a un gars qui est amoureux de moi et qui va me faire un sourire ou quoi, et que je ne sais pas comment le prendre, eh bien, je vais être une quiche. Voilà. Et notamment pour tout ce qui est émotionnel, dès que l'émotion rentre, eh bien, qu'est-ce qui se passe? L'émotion arrive quand nous sommes TSA, ça nous remplit et ça nous bloque sur notre second degré cognitif, celui dont je vous ai expliqué tout à l'heure. Donc, retenez ça. Nous sommes très rigides sur la définition des mots. Et d'ailleurs, pour un mot, on peut péter un plot. Je ne vais pas vous demander de lever le doigt, mais quand est-ce que ça vous est arrivé la dernière fois que quelqu'un a dit une phrase et dans cette phrase, vous avez entendu un mot et votre sang vous a quitté? Voilà. Hein? Ben, c'est ça l'autisme. C'est cet ascenseur émotionnel qui est lié à notre manière de percevoir l'information, de la recevoir et de l'interpréter. Et nous n'en avons aucune conscience. Nous somatisons énormément. Alors, vous allez dire, mais somatiser, ça ne veut pas dire ne pas être malade. Hein. Oui, on se rend malade.
À 8 ans, j'ai commencé mes premières convulsions. Beaucoup d'autistes ont des problèmes d'endométriose, ont des problèmes de céphalée. Alors, je ne dis pas qu'on somatise, mais en fait, par la production de cortisol, par la production d'adrénaline et des mauvaises réactions chimiques que nous avons dans notre corps, eh bien, cela nous amène à être malades. Voilà. Je vais vous donner quand même des chiffres parce que j'en ai. Par exemple, il y a 3,4% de personnes en population générale qui souffrent de dépression et chez les autistes, il y a 9,4%. Donc, vous imaginez, c'est énorme. 6% de plus de dépression chez les personnes autistes. Voilà. Et ça se retrouve pour les cancers, ça se retrouve pour les scléroses en plaques, ça se retrouve pour d'autres maladies. En plus, quand nous savons que nous sommes porteurs d'anomalies génétiques, eh bien, vous comprendrez que oui, les autistes, nous sommes porteurs de ces maladies, mais nous les développons. Et nous les développons à cause de notre stress, à cause d'une mauvaise communication entre nous et nous. Voilà pourquoi je vous parle de communication interne et externe. C'est ne pas se comprendre, ne pas se voir, ne pas bien communiquer avec nous. C'est la base. Si on communique bien avec nous, on va se sentir bien et on va pouvoir aller communiquer avec les autres. Mais un autiste ne communique pas bien avec lui-même. Il ne sait pas qui il est. Je ne savais pas qui j'étais. Voilà. Et ça peut vous paraître fou parce que j'avais l'air d'être une femme déterminée qui savait où elle allait. Et en fait, au fond de moi, je ne savais pas qui j'étais. Je ne comprenais pas. Pourquoi. Nous sommes stressés en permanence, je viens de vous le dire. Nous passons notre temps à penser ensuite et après. Nous sommes incapables, alors c'est paradoxal, je vous ai dit tout à l'heure, un autiste, c'est quelqu'un qui n'arrive pas à se projeter, parce que c'est brouillard, c'est trop compliqué, voilà. Et en même temps, on ne tient pas en place, c'est-à-dire que le moment présent, non. Il faut toujours qu'on soit dans qu'est-ce qui va se passer après. C'est facile à comprendre, c'est un problème de sécurisation. On a besoin de se sécuriser dans notre mental, dans notre état d'esprit. Et donc, on se pose toujours la question, ouais, non, mais là, si je fais ça, qu'est-ce qui va se passer ça? Et les autres, ils vont dire quoi? Et comment? Et demain, alors je finis. Voilà, par exemple, le truc, j'étais en vacances, voilà, 3 jours avant la fin de mes vacances, c'était parti. J'étais déjà sur comment ça va se passer la masterclass, est-ce que je vais savoir être dans les temps, est-ce que je vais pouvoir délivrer tout mon contenu comme j'en ai envie? Voilà, et ça, qu'est-ce que j'ai fait? Je vous le dis, ça marche très, très bien. La relaxation, la respiration, je fais de l'apnée et moi, ça me calme. Après, chacun trouve un petit peu sa manière d'être en conscience avec son corps. On ne sait pas apprécier le moment présent. Et oui, puisqu'on n'a pas de conscience du moment présent. Et ensuite, nous avons nos manies, nos rituels. C'est comme ça et ce n'est pas autrement. Nous sommes les champions du monde du « oui, mais ». Nous allons toujours trouver un argument pour dire « mais non, ce n'est pas comme ça ». Voilà. Et alors, il ne faut pas venir nous embêter dans nos manies. Alors, par exemple, tout à l'heure, j'ai mis 23 déménagements. Ce n'est pas très autistique tout ça, parce qu'on sait qu'un autiste, c'est une personne qui n'aime pas qu'on lui change ses habitudes. Et j'ai envie de vous apporter une nouvelle information. Ce n'est pas que nous n'avons pas envie de changer nos habitudes. Nous n'avons pas envie que les autres nous les changent. C'est différent. Si c'est moi qui choisis de déménager, si c'est moi qui choisis de changer de poste, ça va. Mais si c'est les autres qui me l'imposent, ah là non, c'est pas possible. Je suis une femme libre. On ne peut pas faire quelque chose à un autiste s'il n'a pas envie de le faire. Et les gens qui travaillent avec les autistes vous le diront. Impossible, même s'il est non-verbal. Voilà, ça va être la résistance absolue. Eh bien, nous qui sommes HPI, nous ne sommes pas mieux. Nous sommes dans cette résistance absolue, sauf que nous n'avons absolument pas conscience et qu'en plus, on pense qu'on est une personne hyper ouverte. Voilà. Donc moi, je sais quand je dis ça, les autistes disent « Oh non, je ne suis pas rigide. » Eh bien, si vous pensez que vous n'êtes pas rigide, c'est que vous n'êtes pas prêt encore, vous n'avez pas atteint le degré de conscience de vous dire « Ah, je peux sortir de cette rigidité en la voyant, en comprenant mon handicap. » Nous avons une capacité de focus étonnante. Je vous en ai parlé, c'est les centres d'intérêt restreints. Quand quelque chose nous plaît, nous pouvons aller très loin. Nous développons des talents en musique, en dessin, dans tout ce qui nous donne envie. Et d'ailleurs,
si vous reprenez les profils qui ont marqué l'histoire, ce sont des autistes. Ce sont des autistes de haut niveau. Parce que nous ne réfléchissons pas de la même manière. Alors, on ne peut pas avoir que des problèmes quand on est autiste. Il y a aussi des grandes richesses. Par exemple, le fait que mon cerveau travaille, a du mal à se connecter au niveau des synapses, eh bien, quand je cherche des solutions, je vais faire appel à toutes les aires cérébrales, chose que les autres ne font pas. Et voilà pourquoi je vais pouvoir faire des propositions différentes, étonnantes, créatives, dans le cadre de mon business, dans le cadre de mon accompagnement, parce que je vais voir des choses que les autres ne voient pas. Voilà. Parce que oui, eh bien, cette hypermentalisation, elle me permet ça. Donc, bon, on ne va pas se plaindre, mais j'ai ça. Et donc, on a cette capacité, à partir du moment où ça nous fait vibrer, c'est-à-dire que on se sent vivant. Et d'ailleurs, c'est décrit dans le syndrome d'Asperger. Donc ça, je vous le conseille, ce livre, si vous voulez en savoir plus. Tony Attwood, le syndrome d'Asperger. Il dit, quand vous avez un autiste et qu'il a un centre d'intérêt, il ne faut surtout pas lui enlever son centre d'intérêt. Ces gamins qui sont posés sur leur console jour et nuit et qui ne veulent pas s'en décrocher, bien entendu qu'il faut mettre un cadre. Bien sûr qu'il ne faut pas les laisser toute la nuit. Bien sûr qu'il va falloir faire avec eux des compromis et les accompagner. Mais ce n'est certainement pas en les privant ou en leur criant dessus, en leur disant non, mais c'est n'importe quoi, voilà, que au contraire. Au contraire, vous allez être en opposition frontale. Et voilà pourquoi la communication relationnelle, qui est en fil rouge derrière, vous l'avez compris, est toujours compliquée. Parce que souvent, nos enfants autistes ont des parents autistes qui sont eux-mêmes dans cette opposition frontale, qui sont eux-mêmes dans cette rigidité. Et qu'est-ce que je vois, moi, sur les forums ? Eh bien, je vois des personnes qui décrivent toutes les difficultés qu'elles ont relationnelles avec leur papa, avec leur maman. Je me suis réconciliée avec mes parents, qui sont deux beaux autistes. Parce qu'à un moment, il faut accepter. Ils ne peuvent pas voir, ils ne peuvent pas. C'est pas grave. Je les aime comme ils sont. Mais du coup, je me rends compte aussi à quel point j'ai pu m'opposer à eux. Et quand ils me faisaient des propositions, que je disais non de manière systématique, parce qu'elles venaient d'eux. Et je le vois dans les accompagnements que je fais. Je veux dire, un gamin qui est hyper ouvert quand il parle avec moi, et dès que sa maman intervient, mais il l'envoie balader d'une force, alors que je sais que la maman est bienveillante. Hein. Mais voilà, on est sur une opposition systématique. Donc ça, c'est vraiment quand vous suivez quelqu'un et que vous avez un HPI qui vient vers vous et qui va vous décrire un peu tout ce que je viens de vous dire, vous pouvez vous dire, ça sent l'autisme. Ça sent l'autisme et peut-être que je vais dire à cette personne qu'elle peut fouiller de ce côté-là, qu'elle peut aller voir. Nous trouvons les autres très agressifs. Nous trouvons les autres bêtes, voire sans intérêt. Hein. Voilà. Alors, les filles, là, elles me racontent leurs trucs, j'en ai rien à foutre, quoi. D'ailleurs, je préfère les garçons parce que les garçons, ils sont beaucoup plus... hein, vous savez, c'est ce qu'on dit. Garçons, c'est vachement mieux, c'est moins, il y a moins d'implicite. Moi, quand j'étais petite, je jouais au foot. Comme ça, au moins, je ne parlais pas, c'était très bien. Je développais ma motricité, c'était parfait. Et oui, les filles ne m'aimaient pas. Et puis, alors, je mettais ça sur le coup qu'elles étaient jalouses. Et beaucoup d'autistes se disent, ah, si les autres ne m'aiment pas, c'est parce que je suis belle, c'est parce que j'ai plus de prestance, c'est parce que j'ai plus d'intelligence. Non, c'est parce qu'on est sans filtre, c'est parce qu'on rentre dans l'intimité des gens. Combien de fois je suis arrivée, et maintenant je me vois faire dans les cours de récréation, deux copines qui parlent, et j'arrive et j'en ai rien à foutre de ce qu'elles sont en train de dire. C'est moi qui parle, j'arrive et j'en dis, oh les filles, là. Et donc elles s'arrêtaient, elles me regardaient. À la limite, elles participaient. Je trouvais que finalement, avec le recul, elles avaient beaucoup de bienveillance. Sauf que quand elles organisaient des trucs, ben, on n'appelait pas Sonia. Hein. Et non. Donc, pas invité au primaire, pas invité au collège, pas invité au lycée. On aurait dû se douter de quelque chose quand même. Mais non, mais non. Pourquoi ? Parce que moi, je ne me plaignais pas. Moi, j'avais quand même des relations avec les gens. Et ces relations me suffisaient. Parce qu'un autiste, il n'a pas besoin de beaucoup de relations. Parce que ça nous fatigue, les relations. Ça nous emmerde. Hein. Sauf quand ça parle de ce qu'on aime. Là, c'est différent. Là, c'est passionnant. OK. Vous êtes toujours là ? Vos pouces ? Bon. Nous vivons en ascenseur émotionnel et en fait, nous sommes
immature affectivement. Ben oui, parce qu'en fait, c'est très simple à comprendre. L'amour, c'est très compliqué. L'amour, l'amitié, en fait, tout ce qui est affection, d'accord? C'est plein d'implicites, c'est plein de codes, c'est plein de parades, c'est plein de... Et nous, ça nous est étranger. J'avais une dame qui me disait, je ne comprends pas, le mec, il s'est barré, là, on a passé 48 heures ensemble, c'était magnifique, et je n'ai pas compris, et il me dit, non, mais moi, je ne veux pas m'engager et tout, mais je ne lui avais pas parlé d'engagement. Je lui ai dit, mais tu l'as dit quoi? Je lui ai dit que j'étais contente de notre couple. Vous imaginez, le gars, il a rencontré depuis 2 jours. Et donc, non, bah non, c'est pas possible. Parce que, et en fait, elle ne le voit pas, parce que elle, la définition de couple, bah, c'est juste le fait qu'on soit ensemble. Enfin, voilà, on sort ensemble, c'est un couple. Elle ne met pas tout ce qu'on peut mettre derrière le couple. Couple, mariage, engagement, bébé, machin, vous imaginez dans la tête de ce pauvre garçon. Voilà. Eh bien, ça, je le vois de manière quotidienne. Donc, du coup, qu'est-ce qui se passe? On est immature, effectivement. Je rencontre quelque chose qui me plaît. Moi, je fais ça maintenant. Oh, j'adore, oui, oh, j'aime, c'est chouette. Qu'est-ce qui se passe quand je fais ça? Je génère de l'adrénaline. Qu'on ne se trompe pas. Je ne génère pas d'endomorphine ou de sérotonine. Je génère l'adrénaline. C'est quoi l'adrénaline? C'est l'hormone de la peur. OK? Je suis super contente. J'ai peur de perdre ce qui va arriver. Donc, je ne me positionne plus dans la communication et dans la relation par rapport à ce que j'ai envie moi, mais par rapport à qu'est-ce que je fais pour garder ça? Comment je fais pour que l'autre m'aime? Et ce n'est pas comme ça que ça marche, l'amour. C'est comment j'aime l'autre et lui, il a le choix de m'aimer moi. Et à partir du moment où on s'aime en commun, alors là, il se passe quelque chose. Mais ça ne se décrète pas. Mais nous, on croit que oui. Nous, on se dit, si je suis comme ça, si je me présente comme ça, ouais, là, il va... Bien sûr qu'il y a la séduction. Attention, parce que je vous connais, hein, vous allez partir sur un mot, là, elle a dit ça. Non, il faut mettre de la nuance dans tout ça. Un autiste ne met pas de nuance. Nous ne savons pas. Les nuances, voilà, c'est noir ou blanc. Alors, tu choisis, c'est oui ou c'est non, hein? Voilà. Et donc, nous allons vivre des ascenseurs émotionnels comme ça, qui nous fatiguent énormément. Et donc, un coup, on est en haut, j'adore et tout, le lendemain, il nous quitte, et forcément, ben, on n'est plus bactère, on pleure pendant une semaine. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Eh bien là encore, qu'est-ce qu'on va fabriquer? On va fabriquer du mauvais cortisol, et on se fait des nœuds à l'estomac, et on se rend malade. Et en plus, on va nourrir notre opposition frontale. On va continuer d'être dans cette opposition frontale et de... Je vous en délivre hein, du contenu ce soir. Hein. Nous passons notre temps à analyser les situations et les personnes. Voilà. Alors, on regarde les autres. Et alors, dans le meilleur des cas, on ne fait que les analyser, mais souvent, on les juge. Alors, c'est marrant hein, parce que nous, on a horreur qu'on nous juge. Mais nous, on passe notre temps à les juger. Et c'est ça aussi la communication relationnelle. Quand on juge l'autre, alors, eh bien, il faut s'attendre à être jugé. L'autre est un miroir hein, dans la relation. Je continue. J'essaye de continuer. Comment le HPI compense le TSA? Nous appuyons sur les mots. Nous nous appuyons sur les mots. C'est-à-dire qu'effectivement, comme on est bon hein, avec les mots, alors, est-ce que vous comprenez que nous sommes bons pour faire des jeux de mots, nous sommes bons pour manipuler les mots, ça ne veut pas dire que nous les comprenons. Donc, quand l'autre va nous dire quelque chose et que nous, on veut lui montrer que nous, on a raison, on va jouer avec le mot. On va emmener l'autre jusqu'à pour le convaincre que notre point de vue est le meilleur. Voilà. Et en fait, comme on fait ça souvent, eh bien, on ne voit pas que nous sommes autistes. On a tellement d'arguments. Comment on peut penser qu'on est autiste? Et en plus, nous, on érige donc en valeurs communes. Hein. La justice, c'est ça, l'honnêteté, c'est ça, l'éducation, c'est ça. Voilà, hein, attention. Hein. Nous envisageons tout le temps toutes les possibilités pour nous préparer à toutes les circonstances. Du coup, ça ne se voit pas qu'on a peur. On a tout prévu. On l'a revu 40 fois, la masterclass. Je l'ai fait pendant 3 nuits d'affilée, à peu près 3 fois chaque nuit.
Plus depuis une semaine que je suis rentrée de vacances. Donc, bon, hein. Nous apprenons facilement et nous lions les informations. Voilà pourquoi on ne voit pas que nous sommes autistes. Nous sommes pertinents. Nous sommes des machines de guerre. Dans le travail, les chefs d'entreprise qui ne savent pas qu'on est autiste, mais ils adorent travailler avec nous. En plus, comme on ne sait pas doser, on donne toujours plus que ce qu'on devrait. Donc, mais c'est top ça. C'est des gens passionnés qui se mettent à fond, voilà. Et donc, ça ne se voit pas qu'on est autiste. Notre HPI compense. On va apporter des solutions à l'entreprise, on va être force de proposition, voilà, on compense. Nous devenons les experts des sujets qui nous intéressent. Là encore, avant qu'on vous coince sur le sujet qui vous intéresse, et ça, c'est votre HPI. Donc, du coup, comment penser que vous ne comprenez pas? Comment penser que vous avez un problème de conscience de vous-même? C'est pas possible, ça ne se voit pas. Nous passons notre temps à nous former. Regardez, vous êtes où là ce soir? On va chercher de l'information. On veut comprendre, on veut savoir. Et donc, dès qu'on ne sait pas un truc, c'est pas grave. L'information, alors maintenant avec Internet, parce que bon, quand j'étais petite, c'était plus compliqué, hein, bibliothèque, machin et tout, les bouquins. Mais maintenant, on se pose une question, on a la réponse. Voilà quoi. J'ai une amie qui me disait hier soir, mais comment ça se fait, Sonia, que toi, tu saches autant de trucs sur les HPI-TSA, parce que finalement, tout ça, on peut le trouver sur Internet, et pourquoi finalement les professionnels, je dis, mais parce qu'ils n'ont rien à foutre, les professionnels. Parce que les professionnels, ils ignorent l'autisme, ils n'ont pas compris. Pourtant, c'est grande cause nationale en France depuis 2012. Une personne sur 50, c'est pas n'importe quoi. Moi, je vois mon médecin généraliste, je l'adore, hein, je l'adore. Enfin, il n'a jamais vu que j'étais autiste, hein. Et quand je lui ai dit que j'étais autiste, il m'a dit, bon, allez-y, faites le diagnostic. Hein. Il était perplexe. Hein. Voilà. Et nombre de personnes qui sont des professionnels de santé et qui ont une vision de l'autisme déjà très réduite et qui ne connaissent pas et qui ne vont pas aller à la recherche. Le HPI va à la recherche. D'ailleurs, Laurent Mautron et Tony Attwood aussi le disent dans leur bouquin, que nombre d'autistes de haut niveau s'autodiagnostiquent. Et on ne s'autodiagnostique pas pour savoir, pour combler, enfin pour se dire, ah, moi je suis HPI, TSA. Pas du tout. Les gens s'autodiagnostiquent parce qu'il n'y a personne qui est en capacité de leur dire, vous êtes autiste. Et donc, une fois qu'ils sont reconnus, eh bien, il y a ceux qui se disent, je veux aller jusqu'au bout. C'est ce que j'ai fait. Donc, j'ai passé des tests, j'ai été voir, je suis montée à Paris parce qu'en région PACA, 3 ans de pente, voilà. Et encore heureux, ma maman a répondu correctement au questionnaire. Parce que si elle n'avait pas répondu au questionnaire, c'était impossible de me diagnostiquer. Sans questionnaire des parents, c'est très compliqué. Donc, vous voyez, se faire diagnostiquer, c'est compliqué. Donc, nous passons notre temps à nous fermer. Je continue. Nous observons en permanence les autres pour décrypter les mécanismes. D'accord? Ça, c'est notre HPI. On n'est pas con. Nous sommes dans l'action pour ne pas vivre les mauvaises vibrations. Alors, quand on est autiste, qu'est-ce qui se passe? Quand je suis en stress et qu'il ne se passe rien d'intéressant qui occupe mon cerveau, je vais mal ressentir les choses. Je vais avoir du mal à respirer. Alors, certains, ça va être le ventre, certains, ça va être ils hypermentalisent. Chacun va l'exprimer à sa manière. Mais s'il n'y a pas ce centre d'intérêt qui nous amène de la vibration, alors on ne va pas bien. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va passer dans l'action. Par exemple, j'ai remarqué un truc, j'aimerais bien savoir si ça vous arrive aussi, vous les filles. À chaque fois que je me dispute avec mon chéri, je fais le ménage. J'ai besoin de passer à l'action pour vider mon cerveau et pour arrêter cette vibration qui me rend folle. Qui me rend folle. Ça me... Voilà. Et donc, j'ai besoin de faire quelque chose. Je ne peux pas être simplement à réfléchir en me disant, je vais prendre la distance, qu'est-ce que je vais faire? Non, j'ai besoin d'évacuer cette mauvaise vibration qui est en train de rentrer dans moi. On est HPI, on organise, on planifie, on structure. Et oui, nos listes, hein, nos cahiers, toute notre organisation, nous travaillons en systémie. Alors, là où on se trompe, la systémie,
c'est vraiment quelque chose d'autistique. Voilà. Je ne dis pas que les HPI ne travaillent pas en systémie, mais nous, c'est de manière, comment dire, innée. Voilà. Et je vous ai expliqué pourquoi, parce qu'on a besoin que tout s'imbrique, tout aille bien ensemble. Et c'est notre force. Donc, du coup, comment on organise, on planifie, on structure, on conseille les autres, on dit comment il faut faire, comment penser que nous sommes autistes? Impossible. Je vous l'ai dit, nous conseillons, nous manageons, nous donnons beaucoup de temps à aider les autres. Alors, les autistes, où est-ce qu'on les retrouve? C'est marrant. Beaucoup de bénévolat dans les associations. Et notamment chez les femmes, on retrouve beaucoup de femmes autistes dans les métiers de l'accompagnement et du soin. Les consultantes, les coachs, les formatrices, les conseillers emploi, les podologues, enfin voilà, tous les gens qui prennent soin des autres. Alors, vous allez me dire, bon, non, ça ne veut rien dire. Hein. Non, enfin, il y a une étude qui dit que, effectivement, on s'est rendu compte que les femmes autistes de haut niveau, eh bien, elles allaient vers les métiers d'aide. Pourquoi? Parce que finalement, quand on aide les autres, ça nous renvoie à une image positive. Et nous qui avons tellement de mal à avoir une image de nous-mêmes, eh bien là, c'est gratifiant. Et on n'a pas besoin de savoir qui on est, finalement. C'est eux qui nous le disent. Vous voyez, cette conscience-là. Comme on est HPI, on argumente tout le temps aussi. Et on trouve toujours des excuses, soit à notre comportement, soit à celui des autres. C'est-à-dire qu'on a toujours réponse à tout. Hein? Moi, mon père m'appelait Madame Je sais tout. Donc, Madame Je sais tout, bah, elle ne peut pas être autiste. Elle est tout le temps, elle a toujours quelque chose à dire. Voilà. Nous allons vers les autres. Quand on est HPI, on va vers les autres. Et ça, c'est bizarre. Quand on est HPI et TSA, on est autiste. Un autiste ne va pas vers les autres. On est d'accord, puisque l'autre nous agresse. Mais quand on est HPI, en fait, on comprend qu'il y a un décalage. Et on a besoin de comprendre pourquoi. Donc, on va vers les autres. Moi, toute ma vie, j'ai essayé d'aller vers les autres, d'une manière ou d'une autre. Et je ne comprenais pas le rejet que je vivais. Je trouvais ça injuste. Je ne comprenais pas que c'était ma communication qui était inappropriée. Voilà, c'était un peu long sur cette première partie HPI-TSA, mais je pense que ça vous a aussi donné une manière de comprendre comment finalement on se construit par rapport à la communication, à la conscience de nous-mêmes. Donc maintenant, eh ben, on va rentrer la communication. Alors attendez. Le processus, le schéma de processus de communication. Donc, vous voyez bien mon tableau là? Ouais. Alors, il y en a qui ont fait de la communication, certainement. On va aller assez rapidement, mais juste pour qu'on ait tous le même degré d'information. Mes petits bonhommes. Il y a un émetteur. Et il y a un récepteur. La communication, c'est cet acte d'échanger avec l'autre, d'accord? Quelque chose, un moment, un instant, dans le temps, mais une information, partager quelque chose, une information. Il y a des gens qui ont réfléchi là-dessus, hein, c'est pas moi qui dis ça. Ils disent, bon, le message qui se crée dans notre pensée, le message que l'on veut envoyer, il est pur, c'est 100% du message. Je pense à ça, je veux faire ça. Voilà. Sauf qu'on est d'accord que ce message pur dans notre tête, il va falloir que je traduise en mots. Et ma manière de voir les choses n'est pas forcément celle de l'autre. Par exemple, si je vous dis le mot table, vous êtes d'accord que table, vous pensez à une table à manger. Mais si je parle à un mathématicien, il va penser à une table de multiplication. Si je parle à une femme de ménage et que je dis table, elle peut penser à table à repassage. Ou une dame qui a un bébé, elle va penser table à langer. Rien que sous un mot aussi petit, eh bien, on peut déjà avoir d'autres visions. Donc, on dit que le verbal, qui ne représente que 7%, d'accord, et qui part là, eh bien, on perd
au minimum 20% de l'intensité du message, de l'intention du message. Il n'en reste que 80. L'autre, il va percevoir. Et il le perçoit avec quoi? On l'aperçoit par nos sens. C'est notre corps qui perçoit l'information en premier lieu. D'accord? Et c'est lui qui va transformer cette information en hormones, qui va les transmettre à notre cerveau, et c'est notre cerveau qui ensuite va déclencher la pensée, l'action, la réaction. D'accord? Mais dans un premier temps, c'est bien notre corps qui prend et qui interprète. Une information, il fait chaud, c'est mon corps qui le prend. D'accord? Donc, à partir de là, bah, je me mets à l'ombre, voilà, je vais déclencher des choses. Quelqu'un me parle d'un ton agressif. Bonjour, tu vas bien? Je perçois l'information. J'ai entendu le message qui a l'air d'être plutôt gentil. Bonjour, tout va bien. Mais qu'est-ce qu'elle a provoqué chez moi? Elle a provoqué... je me dis, mais attends, l'intonation de sa voix, là, pourquoi elle me parle comme ça? Voyez? Et donc, vous voyez bien que la manière dont je vais décrypter cette information, elle va générer chez moi soit un état d'esprit positif, soit un état d'esprit négatif. Et c'est avec cet état d'esprit que la communication va s'engager. Donc, on se dit que quand l'autre perçoit l'information, il ne perçoit que 60% du message. Et ensuite, il passe dans sa moulinette de cerveau, interprétation, machin, et là, 40% du message. C'est-à-dire, entre l'intention que vous avez au départ et comment l'autre le reçoit, on a perdu 60% au mieux. Parce que parfois, on ne comprend rien du tout. Et donc, maintenant, si on prend quelqu'un qui est autiste et qu'on sait que la première des choses, c'est que le monde nous agresse en permanence, que nous vibrons à l'intérieur de nous de manière différente. Donc, vous voyez bien que si j'ai un état d'esprit positif, que je me sens bien, eh bien, je vais pouvoir accueillir l'information et ensuite l'interpréter, travailler avec. Mais si je suis inconfortable, si j'ai peur, si c'est quelque chose que je ne connais pas, eh bien, qu'est-ce que je vais faire? Je me bloque sur mon deuxième degré cognitif et là, je mouline. Et là, j'hypermentalise. Et là, je ne communique plus correctement avec l'autre. Mais comment se rendre compte de ça? Eh bien là, on comprend que pour travailler la communication relationnelle, on va commencer par travailler notre rapport au corps, à comment je perçois les choses. Et comment je peux faire ça? En étant dans la conscience du moment. Si je ne suis pas consciente de ce qui est en train de se passer, si je suis trop dans l'émotion, si je réagis, je ne fais que réagir, eh bien, je ne vais pas pouvoir gérer ça. Et du coup, là, je subis. Voilà pourquoi, quand je me suis fait agresser la première fois que j'avais 12 ans et que cet empaffé de frère de l'école qui nous avait emmenés en colonie m'a pris contre lui en me disant « je vais te faire un câlin de papa », j'étais tellement crispée que je n'ai pas réagi. Je n'ai pas réagi. Mais ce n'était pas ce que je voulais. Mais je n'avais pas accès à faire autrement. J'étais paralysée. Et c'est ça que vous devez comprendre quand on est autiste. Si on ne comprend pas ce qui se passe et que nous sommes trop dans ces vibrations négatives, nous ne pouvons plus réagir. Nous ne pouvons plus communiquer. Sauf que quand on est HPI, ça, on le compense. Ça ne se voit pas. Je suis stressée, mais ça ne se voit pas. Je ne comprends pas tout, mais ça ne se voit pas. Je projette sur toi toutes les peurs du monde et tous mes blocages, mais ça ne se voit pas. Et c'est ça qui nous trompe. Et c'est pour ça qu'on a beaucoup de mal à accepter notre handicap invisible, parce que nous n'en avons absolument pas conscience. Les formations de nos pensées se font par la réception de l'information, le traitement de cette information, mais surtout la pleine conscience que je vais avoir du moment pour choisir ma pensée. Et en fait, quand je suis autiste et que j'arrive comme ça, que je déboule au milieu des copains et que je fais pas attention à eux parce que je suis hyper auto-centrée et que voilà, je ne m'intéresse pas vraiment à eux, eh bien, j'arrive comme on dit, comme un chien dans un jus de quilles
Et ils ne peuvent pas m'accepter. C'est pas qu'ils sont méchants, c'est pas qu'ils ne veulent pas que Sonia, elle vienne. C'est juste que je ne maîtrise pas ma communication. Je ne maîtrise pas mon corps, je ne maîtrise pas mes intentions. Alors, mes intentions sont bonnes, mais celles que l'autre reçoit ne sont pas bonnes. Et alors, en plus, eh bien, nous avons cette inconscience du fait que les 7% là, verbal, on est persuadé qu'on comprend. Je vous explique. Les gens disent une phrase, j'ai encore vu hier, vraiment, les gens disent une phrase et la personne ne retient qu'un mot. Et de ce mot, ça y est, c'est parti. Il se passe quelque chose. C'est-à-dire qu'on ne prend pas le temps de réfléchir à la phrase, de réfléchir au contexte, réellement, en prenant la distance. On est dans une autoréaction comme ça à chaque fois, parce qu'on est stressé, tout simplement, hein, vous l'avez bien compris, hein, que le stress, c'est vraiment notre pire handicap. Et le pire, c'est qu'à force de se confronter à ça, on le nourrit, ce système. Donc, plus on vieillit, plus on est fatigué, plus les burn-out à répétition arrivent, plus les difficultés avec les employeurs arrivent. Hein. Je vois le nombre de femmes qui me disent j'en peux plus, j'en peux plus. Ben oui, parce que ce qu'on pouvait supporter avec notre HPI à 20 ans, on ne peut plus le supporter à 40 ou à 50. C'est fini. C'est biologiquement impossible. Et voilà pourquoi on pète les plombs, on s'arrête du jour au lendemain, on ne travaille plus et on ne comprend pas. On comprend pas. Je suis quelqu'un de bien. C'est eux qui m'ont mis la pression. Non. Alors, non. Moi aussi, je disais la même chose. Mais en fait, si on regarde bien, alors bien sûr qu'il y a des employeurs, attention, hein, qui déconnent complètement. Mais si on regarde bien, quand un employeur déconne, on le voit qu'il déconne, pourquoi on reste? C'est bien nous qui choisissons de rester. On pourrait faire autre chose. On est HPI. Alors, on peut. Sauf que non, on ne voit pas. On n'est pas capable de se projeter. D'accord? Voilà, je suis dans mon truc. Moi, je ne voyais pas. Sauf que ça m'agressait. Et du coup, au début, je donnais toujours vachement. Après, je leur en voulais de ne pas voir tout le travail que j'avais fait. Mais ils ne m'avaient rien demandé. Ils ne m'avaient pas demandé de faire 50 heures. J'avais un contrat de 35. Ah oui, ils étaient contents. Mais est-ce que vous voyez que, comme on ne sait pas doser, eh bien, dans la relation comme ça, on va être toujours sur des montagnes et en fait, c'est nous-mêmes qui provoquons ce type de situation. Par manque de recul de notre propre mode de fonctionnement. Je sais que c'est un peu dur ce que je viens de dire, c'est un peu violent pour certaines personnes qui peut-être viennent de vivre des burn-out ou des choses comme ça. Et je m'en excuse. Je m'en excuse par avance. Voilà. Mais dans la relation, on est toujours deux. Voilà. Donc, il ne faut pas culpabiliser, il faut juste comprendre pourquoi ça se passe comme ça pour ne plus revivre ce genre de situation. Sauf que, comme je dis, nous les autistes, quand on se prend un mur, oh, ça fait mal. Bon, attends, je vais recommencer quand même, on va voir. Je me prends un deuxième mur. Ah merde, pourquoi? Et en fait, à chaque fois, on va regarder les autres, on va dire, ouais, mais c'est parce que lui, alors elle est jalouse, lui, il n'a pas fait ci. Et on va toujours trouver, c'est ce que je vous dis, un argument pour justifier que ça ne fonctionne pas. Mais quand ça fonctionne jamais, à un moment, il faut bien qu'on voit quand même que c'est nous qui ne communiquons pas correctement. Si on n'accepte pas ça. Or, l'accepter, ça ne veut pas dire culpabiliser, ça veut dire eh ouais, j'ai une déficience en communication. Eh ouais, je me précipite trop parce que je ne comprends pas bien. Donc, je prends du recul, j'apprends à gérer mon corps, j'apprends à gérer mes émotions pour pouvoir communiquer autrement. C'est ça qu'il faut faire. Finalement, mes points faibles en communication, c'est quoi? Les points faibles en communication quand on est autiste HPI, c'est de ne pas comprendre à quel point ma spécificité d'autiste impacte ma compréhension, impacte ma manière d'appréhender l'information, de la traiter, impacte ma manière de réagir et impacte aussi, surtout, la conscience du moment présent, de ce que je suis en train de vivre. Je suis en train de gérer mes émotions, je ne peux pas être en train de penser à tout, ce n'est pas possible. Et donc, vous voyez bien que c'est
en apprenant à respirer, en conscientisant les choses, en se voyant faire. Moi, par exemple, je continue d'être en colère, bien entendu, mais maintenant, je me vois. Donc, quand je me vois partir en colère, je m'arrête et je sors, je vais respirer, machin, et je reprends après. Et en fait, eh bien, c'est exactement ce que je vous propose dans la méthode que j'ai mise en place, c'est d'avoir des repères qui vont nous permettre de nous voir fonctionner pour comprendre nos propres dysfonctionnements. Là, je vous ai dit tout en généralité. Vous êtes d'accord que tout le monde n'est pas exactement comme ça, hein, mais quand même, je le vois beaucoup. Et donc, cette formation, ces principes relationnels, cette méthode, elle vous permet en fait d'avoir un cadre de référence en communication relationnelle qui vous permet de vous poser les bonnes questions pour pouvoir vous positionner en fonction de vos attentes à vous, consciemment. Et de ne plus vous positionner pour faire plaisir aux autres ou à cause des autres. Ou voilà. Non, je vais prendre toutes mes décisions. Et c'est pour ça que je parlais de communication interne. Je vais d'abord communiquer avec mon moi à l'intérieur, comprendre comment je fonctionne. Et ensuite, je pourrais comment dire, aller vers les autres. Parce que si je suis apaisée avec moi-même, vous allez voir que c'est beaucoup plus facile pour communiquer avec les autres. Hein. Il n'y a pas photo, hein. Ça marche comme ça. Alors, quelle chance j'ai? Je suis autiste, mais je suis HPI. Et c'est parce que je suis HPI que j'ai accès à cette conscience. Et c'est ça qui est formidable. C'est que si j'accepte de voir, d'être lucide sur mon handicap aujourd'hui, alors, eh bien, je peux faire différemment pour ne plus le subir. C'est comme ce jeune, je me mets ma prothèse. Voilà, oui, il existe des prothèses en communication et j'allais dire, ma méthode, c'est un peu la prothèse qui va vous permettre d'avancer sans vous prendre des murs ou sans vous casser la figure. Voilà. Vous connaissez le schéma de l'estime de soi? Non? Alors, 4 conditions. 4 conditions pour se développer et prendre le contrôle de notre vie. C'est l'estime de soi, c'est-à-dire de s'aimer, hein, et de se faire confiance, et donc de savoir qu'on a tout ce qu'il faut pour avancer et trouver notre place dans la société. L'estime de soi, elle se base sur 4 parties. La première, c'est la confiance en soi. C'est ça qui nous trompe. Nous avons confiance en nous. Bah oui, on est tout le temps en train de se débrouiller. Franchement, moi, j'ai pas de problème. J'ai toujours trouvé du travail quand je voulais. J'ai toujours, voilà. Donc, on a confiance en nous. La confiance en soi, c'est le fait de savoir qu'on est capable d'affronter les choses. Même si en vieillissant, ras le bol, hein. Mais quand je sais nager, bah, si l'autre il tombe, oui, je vais pouvoir, j'ai confiance en moi, je vais pouvoir aller le sauver, aller le chercher. Donc, la confiance en soi, on l'acquiert grâce aux compétences. Voilà pourquoi nous, qui sommes toujours à la recherche de notre confiance en nous, eh bien, on accumule les formations. Hein, voilà. Sauf que, pour avoir l'estime de soi, la deuxième chose qu'il faut avoir, c'est la vision lucide de soi. Ah, vous allez me dire, bah oui, je me connais, je sais comment. Bah si, quand même. J'ai fait plein de formations de coaching, de développement personnel. Je sais qui je suis. Eh oui, mais si vous êtes autiste et que vous n'avez pas pris en compte, alors non, vous ne savez pas qui vous êtes. Vous ne savez pas comment vous fonctionnez. Vous ne savez pas comment vous interprétez les choses et comment vous êtes en train d'analyser quelque chose qui n'est pas le bon cadre de référence. Je ne suis pas malheureuse parce que je suis hypersensible. Je suis malheureuse parce que j'interprète mal les choses. C'est autre chose. Donc, quand j'accepte de voir mon vrai handicap, et donc c'est le travail que je fais avec les personnes qui sont diagnostiquées autistes, hein, de leur faire petit à petit, bon, ok, alors je suis autiste, ok, bon, ça veut dire quoi? Ça veut dire que voilà comment ça marche dans ta vie, voilà comment ça t'impacte.
Et donc, je travaille avec les gens pour leur donner la vision lucide d'eux-mêmes, d'apprendre à connaître leur handicap. À partir de là, quand j'ai une vision lucide de moi, je sais où sont mes faiblesses, je ne culpabilise pas, je sais où je suis bonne, je sais où je suis moins bonne. Voilà. Donc, du coup, eh bien, je vais m'accepter. Acceptation de soi. Et donc, si je m'accepte, eh bien, j'ai l'amour de moi. De soi. De moi, de soi, de toi. On s'aime. Et quand on s'aime, eh ben, vous allez voir que on stresse moins. Ça va vachement mieux. Ça va, vous êtes toujours là? Du coup, voilà. Donc, j'ai fait la méthode au principe relationnel. Alors, bien sûr que je ne vais pas vous faire la méthode au principe relationnel. Hein, ça fait déjà presque 2 heures qu'on est ensemble, mais je vais vous l'expliquer un petit peu. En fait, elle est en 7 principes. Ces principes sont des principes immuables de communication. Si on ne les respecte pas, la relation va dysfonctionner. Et là, je ne parle pas de communication relationnelle spéciale autiste. Je parle pour tout le monde. Si dans la relation, je ne respecte pas mon interlocuteur, ça ne va pas fonctionner. Si mon interlocuteur ne me respecte pas, ça ne va pas fonctionner. Mais vous êtes d'accord que quand je crie sur quelqu'un pour son bien, je ne le respecte pas. Et après, je râle parce que moi, je dis, mais non, mais il ne me respecte pas, ce petit. Hein? Quand je vais le chercher au collège, qu'il vient de faire ses 7 heures de cours, qu'il en a ras-le-bol, qu'il est exténué parce que c'est un autiste Asperger aussi, et que la première chose que je lui disais quand il arrivait, c'était « Je suis montée dans ta chambre, ça n'est pas possible ça, hein, il faut… non, tu vas l'arranger. Hein, là. » Mais non seulement il ne pouvait pas l'entendre, parce qu'il était trop fatigué, mais en plus, non, mais tu ne me parles pas comme ça. Et depuis que moi, j'ai mis en place la méthode et que je respecte mon fils dans son rythme biologique en me disant « Ok, c'est pas le moment, il va arriver, on en parlera plus tard », eh bien, quand on en parle, plus tard, il entend. Parce que si je parle à un autiste à un moment où il est en capacité d'entendre, HPI, eh bien, il va prendre, il va faire. Mais si je lui parle au moment où il est fatigué, voilà, non, il n'entendra rien. Et pire que ça même, il va se mettre en opposition frontale. Donc, à travers ces 7 principes qui se déroulent dans l'ordre, eh bien, on va mettre en place un certain nombre de règles et si ces règles sont respectées, c'est fluide. Ça va nous permettre quoi? Cette méthode, donc d'abord, elle est concrète, elle est simple, elle est pragmatique. Vous imaginez 7 points. Il faut les comprendre, on les développe. Hein, on fait pas, ça ne dure pas 2 jours la formation. Hein, le programme, c'est un programme d'accompagnement sur 22 semaines. 5 mois et demi, je crois. Pourquoi? Parce qu'il faut réencoder. Hein. On a une manière de se développer. Donc, du coup, il va falloir enlever les mauvais mécanismes, les comprendre. Enfin, avant de les enlever, les comprendre, les voir, ensuite les enlever pour réencoder d'autres mécanismes et qui vont nous permettre après de vivre en harmonie avec les autres et avec nous-mêmes. Donc, c'est concret, c'est simple, c'est pragmatique, c'est imparable. Les résultats sont pratiquement immédiats. Pourquoi? Parce que si on applique la communication relationnelle, d'abord, nous, on va bouger dans notre propre communication, mais les autres en face vont bouger. Et ça marche pour tout le monde. Je fais cette formation en communication relationnelle depuis maintenant, j'avais 35 ans, donc j'en ai 53, ça commence à faire. Tous les gens qui ont fait cette formation en communication relationnelle témoignent du fait que ça leur a permis de voir leur propre dysfonctionnement, mais surtout que les autres ont réagi pratiquement en simultané. Moi, j'ai des couples qui viennent et dans les 2 mois de pratique de la méthode, eh bien, la communication est beaucoup plus fluide parce qu'ils respectent et aussi parce qu'ils sont dans la pleine conscience de ce qu'ils sont en train de vivre. J'ai 2 mots, hein. Distance, patience. On apprend ça aussi, parce que quand on est autiste, la distance, on ne sait pas, et la patience, alors encore moins. Vous êtes des HPI, vous allez dire, non, moi je suis patient.
Vous êtes patient? Allez, que les patients lèvent le doigt. J'aimerais voir. Tu es patient, Sébastien. OK, on en a un. C'est qui? C'est Ahmed qui dit qu'il est patient aussi. Mais Ahmed, tu travailles avec les autistes toute la journée, il me semble. Donc, bien sûr que tu as appris la patience. Donc, voilà, c'est vraiment c'est ce qu'on va aussi apprendre. C'est une formation. Alors, pourquoi j'ai choisi ce format? Parce qu'effectivement, je fais du coaching aussi en même temps, hein, c'est-à-dire qu'on fait des études de cas et en partant d'études de cas, eh bien, on travaille tout ça. Mais la formation, elle va nous permettre, en fait, d'avoir confiance. Parce que nous, on est des gens qui ne faisons pas confiance. C'est qui cette nana-là qui débarque, là, qui me parle du HPI-TSA? Non, mais d'où elle sort, elle, hein? Mais quelle légitimité elle a de parler de ça? Et comment on sait que c'est vrai, tout ce qu'elle nous dit? Parce que nous, on a besoin de vérifier toutes nos sources. Du coup, en proposant une formation qui s'appuie sur une méthode qui n'est pas la mienne, méthode de management, que j'ai bien entendu revisiter, mais qui reste sur les fondements, en s'appuyant sur Tony Attwood, sur toutes ces références de gens qui ont étudié les modes cognitifs. Je vous ai dit Aaron Beck, Maslow, la résilience, comment il s'appelle, la désintégration positive, Casimir Dabrowski, voilà. Et donc, en fait, je ne fais que vous transmettre. Et chacun va choisir. Et nous, les autistes, on ne veut pas qu'on nous impose quoi que ce soit. C'est nous qui choisissons. Et par ce biais de la formation, en fait, eh bien, c'est ce qui va vous permettre d'atteindre ce niveau de conscience dont vous avez besoin pour ne plus subir votre communication, mais la vivre correctement. Donc, non seulement vous allez prendre des cours en communication relationnelle, mais vous allez prendre des cours sur votre propre mode de fonctionnement, comment vous fonctionnez. Parce que les cycles de la vie, c'est les mêmes pour tout le monde. C'est-à-dire que on naît, on grandit et on meurt. Et la communication relationnelle, elle est valable tout le temps, pour tout le monde, dans n'importe quelle situation, professionnelle, personnelle, amicale, amoureuse. Ce sont des lois qui sont immuables. Pourquoi? Parce qu'elles sont en interaction. La plante, elle reçoit le soleil, elle fait la photosynthèse, elle grandit. J'applique les principes relationnels, je me sens bien, je me développe avec les autres en harmonie. Voilà. Donc, j'ai choisi ce format-là parce que je sais que vous avez besoin de références, que les concepts sont approuvés, éprouvés, et que ça ne bougera pas. Que ce que je vais vous enseigner, j'enseigne depuis 20 ans, et que c'est toujours valable aujourd'hui. Et ça le sera dans 100 ans. De toute façon, si on est encore là, bien entendu, enfin, je ne parle pas de moi, mais de l'humanité. Pardon, excusez-moi, j'ai fait une petite dérivation. La méthode, elle fonctionne, c'est ce que je vous disais, car si on ne respecte pas les règles, on dysfonctionne. Donc, à chaque fois qu'on ne va pas appliquer les règles, boum, on va avoir tout de suite le retour. Et on va repartir dans nos anciens travers. Donc, et on va se prendre immédiatement les murs. Donc, c'est ça qui est bien. C'est parce qu'on peut la mesurer, cette méthode. En comprenant les règles, nous allons pouvoir prendre conscience, c'est ce que je vous dis, que nous ne les respectons pas aujourd'hui. Alors que nous sommes persuadés de faire les choses correctement. Pourquoi? Parce qu'on confond l'intention et l'image que nous envoyons. L'intention, c'est ce qui est dans notre tête, c'est ce qu'on pense. Moi, je pense que j'aime les gens et qu'ils le voient que je les aime. Voilà. Mais en fait, quand moi, je parle, eh bien, parfois, je peux avoir l'air autoritaire, je peux avoir l'air dirigiste, je peux avoir l'air de ne pas les écouter, je peux avoir l'air de plein d'autres choses. Mais le pire, c'est que je n'ai pas que l'air.
qu'en fait, je suis bien comme ça à ce moment-là parce que je n'ai pas conscience de cette image que j'ai à ce moment-là. Et c'est vraiment ça que je travaille avec les personnes autistes et que je travaille avec moi-même, bien entendu. En comprenant les règles, eh bien, nous voyons ce qu'on ne voyait pas avant. Voilà. Hein, j'avais fait un article et j'avais demandé à un graphiste de me faire un dessin. Et donc, on voyait une dame qui était sur un mur et qui mettait les mains comme ça et les pieds pour essayer de boucher. Alors, les enfants, le mari, le job, le ménage, hein, voilà. Et moi, j'étais à côté avec un petit haut-parleur et je lui disais, décentre-toi et tu vas voir que tu peux contourner le mur. Voilà. Et c'est exactement ce qui se passe avec la méthode. C'est-à-dire que nous, on arrive avec un état d'esprit en disant, bon, alors, je veux comprendre la communication relationnelle, hein, parce que comme ça, les autres, ils vont arrêter de me faire chier, je veux savoir comment je me positionne, maintenant, voilà, donc je vais connaître mes règles. Et en fait, c'est pas ça. On va apprendre plein d'autres choses. On va apprendre à se respecter, on va apprendre à comprendre que les autres ont un point de vue, on va apprendre à se questionner, on va apprendre à questionner les autres. C'est-à-dire que c'est tout un travail sur plein de choses. On va apprendre l'écoute active, voilà. Mais c'est quoi l'écoute active quand on est autiste? Qu'est-ce qu'on écoute? Moi, j'ai enseigné l'écoute active, j'étais autiste. C'était très drôle. Je ne savais pas. C'est magnifique quand même. Moi, je trouve ça exceptionnel. Donc, on va se reconnecter avec un alignement entre le corps, le cœur et le cérébral. Parce qu'aujourd'hui, celui qui vous guide, c'est le cérébral. Mais le cérébral, ça ne veut pas dire l'état d'esprit. L'état d'esprit, c'est autre chose. L'état d'esprit, c'est justement cet alignement parfait entre votre corps, vos émotions et votre tête. Donc, comment j'ai fabriqué ce programme? Donc, je l'ai fabriqué en 4 parties et il va parler donc des 7 principes. Ensuite, eh bien, on creuse sur nos spécificités de TSA et notamment sur notre fonctionnement physique, notre fonctionnement émotionnel et notre fonctionnement cérébral parce qu'on va apprendre justement à doser ces 3-là. Et on finit sur la 4e partie à comprendre qu'on est plein de compétences, qu'on ne les voit pas. Parce que ça aussi, quand on est autiste de haut niveau, on acquiert une multitude de compétences et on ne les voit pas. Je vais vous donner un exemple très concret. Je viens de finir d'écrire mon livre et j'ai demandé à quelqu'un de me le relire parce que comment on appelle ça, son métier, c'est professeur. Donc, je me suis dit, bon, voilà, professeur. Donc, elle fait ça, elle l'a fait magnifiquement, elle a regardé la syntaxe, elle a regardé, enfin voilà, vraiment, je suis très contente du résultat final. Et à la fin, elle me dit, en fait, j'ai adoré faire ça, et en fait, je me suis rendu compte que moi qui disais que c'était pas mon truc, quoi, mais en fait, ça fait 10 ans que je corrige des copies. C'est-à-dire que vous vous rendez compte, elle n'a pas la conscience qu'elle a acquis cette compétence, alors que c'est son métier. Et en fait, on est tous pareils, les hauts potentiels intellectuels et TSA, c'est qu'on minimise toujours tout, parce qu'on est des perfectionnistes. Moi, je suis chanteuse, j'ai un groupe. Mon chéri, il est guitariste et moi, je chante. Et quand j'écoute les autres chanter, je me dis, ah, ça, c'est un chanteur, ça. Moi, voilà, non. Et en fait, les gens me disent que j'ai une belle voix, et voilà, mais moi, je n'entends pas ma voix. Voilà, je la trouve pas, je sais pas. Et en fait, je me disais, bah non, moi, je suis pas une chanteuse parce que je suis amatrice. La définition, pour moi, d'une chanteuse, c'est professionnel. Et puis, à force, j'ai commencé à regarder les choses autrement. Et l'autre fois, j'ai écouté un mec qui chante, un professionnel, payé, reconnu. Et du coup, je me dis, mais il chante faux. Enfin, et j'ai écouté plusieurs fois. Oui, il chantait faux. C'était mixé, machin, hein, mais c'était une horreur, sa voix. Et pourtant, ça a fait un tube. Parce que je me dis, mais oui, mais en fait, pourquoi tu te compares? Pourquoi tu te compares, Sonia? Ça n'a rien à voir. On est tous uniques. Donc, en 4e partie, eh bien, on va travailler sur nous, sur nos compétences, sur tout ce qu'on ne voit pas, tout ce qu'on cache à l'intérieur de nous pour enfin le laisser sortir, exploser. Et pour pouvoir le partager avec les autres. Parce que si je suis ici ce soir, c'est bien pour partager mon expérience de vie, ce que j'ai vécu,
et vous le donnez pour que vous, derrière, vous puissiez le vivre correctement, retrouver cet apaisement comme moi j'ai pu l'avoir, mais aussi vous permettre derrière de l'enseigner à vos enfants, à vos proches, gentiment, distillant, voilà, et de vous sentir bien. Donc, j'ai monté ça sur un programme en ligne, ce qui veut dire qu'il est accessible de n'importe où, ce qui veut dire que vous pouvez le voir autant de fois que vous voulez, ce qui veut dire que vous avez accès à des live coaching. Alors, en ce moment, c'est tous les mardis soirs, mais je suis ouverte à proposer d'autres possibilités. Eh bien, écoutez, j'espère que, que j'ai atteint mon objectif pour vous montrer comment la communication relationnelle permet vraiment d'améliorer la vie des personnes HPI-TSA. C'était vraiment l'objectif que j'avais. Je vous remercie d'être resté jusqu'au bout. Vous pouvez continuer de me suivre sur mon site internet, vous pouvez poser des questions, vous pouvez laisser des messages et vous pouvez me voir aussi soit par LinkedIn, soit par Facebook. Et je vous remercie beaucoup. Et pour terminer, comme on a vos mails, je me ferai un plaisir de vous envoyer le lien quand le livre va sortir, j'espère, la semaine prochaine.